Un grand angle consacré ce soir au fléau de la pédocriminalité en direct sur Internet. Des Occidentaux commandent et regardent chez eux des viols commis sur des enfants à l'autre bout du monde. En particulier, nous allons le voir aux Philippines. Ce crime s'appelle le live streaming en anglais. Live streaming pédocriminel. On en parle avec Arnaud Gallet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5. Vous êtes membre de la CIVIS, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Cofondateur aussi du collectif Prévenir et Protéger. Be Brave France. Je signale aussi qu'on parle beaucoup de ce sujet en France parce qu'il y a une enquête qui a été signée de Lorraine de Fouché, que vous connaissez bien, chez nos confrères du Monde. Ça s'appelle « Les enfants perdus du viol en streaming ». C'est aux Philippines. Alors peut-être d'abord pour celles et ceux qui nous regardent et qui découvrent ces mots terribles qu'on vient de prononcer. On parle de viol d'enfants, on parle de viol diffusé en direct sur Internet. Qu'est-ce donc ce phénomène? Est-il nouveau? De quand date-t-il? Quelle est son ampleur? Alors ce phénomène, effectivement, qui est effroyable, n'est pas nouveau. Et derrière ces vidéos, il y a bien, vous avez raison de le dire, des viols d'enfants. C'est-à-dire que nous, c'est bien tout notre combat au niveau de Be Brave France, qui est un mouvement donc, de survivantes et de survivants de violences sexuelles dans leur enfance. C'est pas nouveau. Et c'est surtout qu'en France, particulièrement, on est la dernière roue du carrosse en matière de lutte contre la cyberpédocriminalité. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui vont effectivement soit commander en ligne des viols en direct pour effectivement être en capacité de répondre à gérer leurs souhaits, etc. C'est une vraie marchandisation du corps, ça se fait à distance, etc. Ça se fait beaucoup, vous l'avez dit, aux Philippines, ça peut se faire aussi en Thaïlande. Et en France, vous avez dit? En France, bien sûr. En France, c'est-à-dire qu'en France, on peut avoir ce genre de choses. Alors aujourd'hui, c'est un peu à la marge, c'est ce que vous diront les policiers, mais réellement, c'est de la prostitution, c'est de la prostitution d'enfants. En France, il y a entre 7 et 10 000 enfants qui sont prostitués, beaucoup de viols, donc de prostitution donne lieu à des films également. Vous savez, c'est pas loin de ces questions de pornographie, etc. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de remuer derrière, c'est toutes ces questions-là. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le monde, en 2022, vous avez eu 85 millions sur le Clairnet, 85 millions d'images à caractère pédo-porno-criminel qui ont été identifiées. 85 millions. La France est le 4e pays hébergeur de contenu cyberpédocriminel. Et j'ai bien dans le monde. Le 4e pays, le 2e d'Europe. Et pourquoi? Parce que... J'allais dire, comment l'expliquez-vous? Tout simplement parce qu'une fois de plus, on a déjà peu de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 30 policiers, un peu plus bientôt, etc., qui sont sur cette lutte-là. Et puis au-delà de ça, on est en train aujourd'hui, notamment au niveau de Bruxelles, donc au niveau du Parlement européen, de demander à ce qu'il y ait une législation beaucoup plus contraignante, notamment auprès des opérateurs Internet. Il n'y a pas de contrainte aujourd'hui, tenez-vous bien, des opérateurs Internet de signaler ce type de contenu. Ce qu'on demande, nous, en tant que victimes, mais surtout en tant que citoyens, je veux dire, ça tombe sous le sens, c'est qu'on puisse identifier ce type de contenu, donc il y a une obligation qui a un lien avec Interpol notamment et toutes les forces de police pour identifier les personnes qui vont visualiser ce type de contenu ou les diffuser. On demande aussi qu'il y ait leur retrait, parce que vous voyez, ce qu'on ne dit pas, et ce qui est terrible, c'est que ces viols d'enfants restent en fait sur Internet. C'est-à-dire que même quand vous allez avoir un enfant qui va se plaindre de ce qu'il a vécu, même s'il y a une condamnation derrière, bien souvent, ces images-là qui se partagent, etc., restent en ligne. Et ça manque en fait d'une vraie volonté politique. Et la France, qui est donc la dernière roue du carrosse, pourrait prendre le lead aujourd'hui au niveau européen. Moi, ce que je me demande simplement, c'est pourquoi Emmanuel Macron, qui a l'air de mettre beaucoup d'énergie effectivement dans les retraites, ça serait bien qu'il en mette autant quasiment dans ce fléau. Dans ce fléau, et puis dans ces crimes de masse atroces. Moi, je me méfie un peu de fléau parce qu'on a l'impression que le fléau, c'est comme si on ne peut rien faire. Moi, je pense que ce sont des crimes de masse qui sont atroces, sur lesquels on peut agir. Il y a des techniques qui ont été, vous savez, qui ont été présentées. On en a présenté, nous, à la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, avec une personne qui s'appelle Robert Schelling, qui était l'ancien chef de service de lutte contre la pédocriminalité en ligne, justement, d'Interpol. Vous savez, il faudrait, pour mettre en place ce que Interpol appelle l'ADN Picture, donc une technique qui permettrait d'identifier, de retirer ces images-là, ça serait 32 millions d'euros pour l'ensemble des États du monde. 32 millions d'euros, bien sûr, pour nous, c'est beaucoup, mais pour les États, c'est pas grand-chose. Exactement. Arnaud Gallet, on va parler des Philippines, parce que je le disais, il y a cette enquête de Lorraine de Fouché. D'ailleurs, est-ce que vous y avez participé et de quelle manière? Oui, tout à fait. Alors, j'ai notamment participé, je dirais, à mon niveau, notamment avec un lien avec une association que j'aime beaucoup, qui s'appelle Caméléon, qui fait un travail remarquable. C'est une association qui a été créée notamment aux Philippines dans un premier temps, justement pour lutter contre la
cyberpédocriminalité, parce que les Philippines, malheureusement, sont également connues pour au-delà du live streaming, pour justement qu'il y ait des viols d'enfants qui soient après diffusés en ligne. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle, soi-disant, du tourisme sexuel. J'ai bien soi-disant, parce que pour moi, c'est pas du tourisme ou quoi que ce soit, et c'est bien de la pédocriminalité. Donc c'est ni plus ni moins. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que Internet est tellement dans nos modes de vie que tout ce qui se passait il y a peut-être 10-15 ans où il y avait soi-disant du tourisme sexuel, et puis ça s'est amplifié avec le Covid. Alors justement, pourquoi ça s'amplifie avec le Covid? Parce qu'on n'a pas pu se déplacer, et les personnes qui avaient des habitudes de déplacement, par exemple aux Philippines et autres, se sont dit je vais tout simplement voir comment monnayer pour avoir ces viols quand même à distance, parce que j'ai besoin absolument de violer des enfants. C'est un non-sens de parler de tourisme sexuel, vous l'avez dit, mais avant on associait cette expression malheureuse à la Thaïlande. Pourquoi les Philippines aujourd'hui? Pourquoi pour différentes raisons, mais surtout parce que c'est la grande précarité, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes mécanismes, c'est-à-dire que ce sont des personnes, vous savez, qu'on soit en France, aux Philippines ou autres, quand on a un agresseur, une personne qui veut effectivement faire du mal à un enfant, qui veut surtout donc faire un crime, puisque le viol est un crime sans cadavre, il cherche... Dans 41% des cas, aux Philippines, les viols sont commis par les parents biologique. Exactement. Dans 42% par des proches de la famille, ce qui en fait un crime majoritairement incestueux. C'est tout le combat aussi de votre association. Il y a une fille qui a 11 ans qui dit dans le reportage de notre concert Lorraine de Fouché, je travaille toute la journée et quand j'en peux plus et que je suis fatiguée, mes parents me menacent de me mettre toute nue dehors. Bien sûr. Mais c'est une réalité, vous savez, ça nous surprend parce que c'est aux Philippines, c'est terrible, c'est atroce, parce qu'il y a en plus cette question d'argent, etc. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, les contenus cyberpédocriminels en Europe, en France... Mais en France, c'est aussi les parents qui pratiquent 90%, ce genre de crime. Monsieur, 90% des contenus cyberpédocriminels sont des viols intrafamiliaux. C'est-à-dire, bien souvent, c'est soit le père, l'oncle, le cousin, ou entre frères, etc. C'est 90% des contenus. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'inceste domine en fait quasiment l'ensemble des violences sexuelles. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais ça veut dire qu'une fois de plus, ça se passe en famille. La famille, 80% des violences des violences sur les enfants se passent au sein même de la famille. Que font les gouvernements? C'est vrai que, alors prenons les Philippines, il y avait l'ancien président Rodrigo Duterte qui était réputé implacable, notamment contre le trafic de drogue. Qu'a-t-il fait contre ces crimes? C'est comme, mais vous savez, les enfants, bien souvent, n'existent pas. C'est bien le sujet. C'est-à-dire que moi, je suis, si j'ose dire, un défenseur des enfants. C'est pas si j'ose dire, je suis un défenseur des enfants, même un activiste des droits de l'enfant. Pourquoi? Parce que je lutte contre cette invisibilité. C'est-à-dire qu'on se rend compte que bien souvent, comme les enfants, soit ne parlent pas, soit sont sous la responsabilité, mais plutôt on parle d'autorité des parents. Et ça veut dire qu'on les oublie complètement, on les met complètement de côté, y compris quand les crimes les plus effroyables se passent au sein même de leur famille. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement ça arrange tout le monde. Attendez, c'est une réalité. Prenez le cas de la France. Vous voyez, j'étais encore dernièrement sur les chiffres. Les chiffres en France, au-delà des chiffres qu'on connaît, 73% des viols sur mineurs sont classés sans suite, etc. Il y a uniquement 4% des viols qui aboutissent d'une certaine manière à une plainte en France. 4%, ça veut dire que c'est pas une priorité du gouvernement et c'est une réalité et c'est bien pour ça que pour nous c'est atroce et qu'on peut changer les choses. Alors justement, changer comment? Pardonnez-moi Arnaud Gallet, je parlais de cette fille tout à l'heure de 11 ans. Ses parents la menaçaient de la mettre dehors nue si elle continuait pas à être violée. On la viole, je veux dire, il y a attention aussi au passif et à l'actif. L'urgence, c'est quoi? C'est de l'extraire. D'ailleurs, c'est le but de l'association que vous avez citée, c'est d'extraire ces enfants. Est-ce que ça arrive aux Philippines? C'est mentionné dans le reportage, notamment. Il y a des enfants qui arrivent à être sauvés? Oui, alors bien sûr, vous avez différentes ONG qui peuvent le faire, des associations, etc. Là, l'association Caméléon, principalement, ce qu'elle fait, c'est de la prévention, c'est-à-dire c'est d'être en capacité de faire ça. Écoutez, bien sûr qu'il y a une dimension d'agir et de protéger dans l'urgence, de ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a aussi une question de volonté politique. Comment est-ce qu'on va investir aujourd'hui dans des politiques qui nous permettent d'une certaine manière de mieux agir demain? On sait bien que ce qu'on sème aujourd'hui, on va le récolter dans plusieurs années. Agissons aujourd'hui convenablement. Celles et ceux qui nous regardent, Arnaud Gallet, sans doute tout aussi effarés que nous, doivent se dire, mais qui peut pratiquer cela? Et ce qui est aussi, j'allais dire édifiant, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Il peut y avoir des cadres, il peut y avoir des ouvriers, des étudiants. On imagine des mères de famille aussi, du coup, qui commettent ces exactions, ces crimes. Bien sûr. Mais je vous dis, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose... Vous savez, dans l'imaginaire populaire, on a souvent le sentiment qu'un violeur, c'est une personne, c'est un monstre. Je pense qu'il faut vraiment lutter contre cette figure du monstre.
c'est une personne, en fait, si j'ose dire, hein, désolé de le dire comme ça, comme vous et moi. Ouais. Bah oui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, et puis c'est ce qui lui permet bien souvent à cette personne-là d'arriver à ses fins sans violence. C'est-à-dire que c'est souvent un proche, parce que l'enfant, du coup, a comment dire, une sidération du fait qu'une personne qui est là pour le sécuriser, pour le protéger, arrive à faire des actes effroyables. Et pour aller dans votre sens, Lorraine de Fouché écrit dans son reportage que l'on peut lire en ligne, derrière le viol en ligne, il y a une mécanique de radicalisation, ouvrez les guillemets, je ne suis pas un pédophile, je ne ferai jamais de mal à un enfant. Hallucinant. Ça veut dire c'est des gens qui sont dans le déni. Alors il y a deux choses. Il y a effectivement soit des gens qui sont dans le déni, vous avez entièrement raison de le dire, et puis vous avez aussi quand même, il faut le souligner, certaines associations, notamment de psychiatres, qui interviennent auprès des auteurs et qui le disent, qui disent que par moment on peut avoir des personnes qui vont visualiser ce type de contenu, donc des contenus cyberpédocriminels qui sont donc atroces bien évidemment, et qui néanmoins sont pas des personnes forcément qui sont passées à l'acte, si je peux dire les choses de cette manière-là, et donc c'est pour ça que certains font même le distinguo entre pédophilie et pédocriminalité. Pédophilie, c'est quand on a, entre guillemets, des attirances. J'ai du mal, moi, avec ce terme-là, parce que en tant que victime, c'est quelque chose qui me semble complètement dingue, mais bon... oui, je ne l'ai pas rappelé, mais vous avez vous-même été victime, on vous avez reçu pour en parler. Voilà, exactement. Et puis... Est-ce que l'écran, pardonnez-moi de vous couper, est-ce que le fait de la longue distance, on parle entre la France et les Philippines, par exemple, c'est 11 000 km, est-ce que ça joue aussi dans le déni, peut-être, de celles et ceux qui commettent ces crimes ? Oui, bien sûr, ça joue. Après, ce qu'on peut se dire, vous savez, si on fait le parallèle avec la pornographie, on sait que la pornographie a un impact, une incidence sur la sexualité, etc. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Alors, questionnons-nous aujourd'hui sur l'impact de la cyberpédocriminalité sur des personnes qui auraient des attirances ou quelque chose comme ça. Enfin bref, pour des enfants. On est dans quelque chose quand même qui, à mon sens, doit nous mettre en alerte extrême par rapport à ça, parce que tout simplement, le procédé est inouï, quoi. Je veux dire, on est dans quelque chose, vous avez raison. Même, enfin, vous voyez, moi qui suis beaucoup au niveau de la civis sur ce genre de choses, puisque je suis notamment avec la commandante Véronique Béchu, etc., et donc la cellule Pharos, etc. Mais systématiquement, on ne peut pas s'habituer à ce genre d'atrocité, on peut que s'indigner, mais par contre... Est-ce que vous parleriez d'un tabou ? Ah, bien sûr. On a le sentiment, par exemple, que, je vais être très très prudent parce que ce sont des sujets sensibles, mais quand c'est évoqué, souvent, il y a effectivement le côté tout de suite, parfois certains sont traités de complotistes en disant, vous dites que derrière il y a un vaste plan et tout. Quand on voit l'ampleur de la chose, on se dit quand même, enfin pardonnez-moi, mais 30 policiers en France, je veux dire, vous l'avez dit, c'est pas une priorité en fait. Ah bah non. Et puis même vous verrez dans quelles conditions d'ailleurs les policiers, parce que même pour y aller, sont même, enfin leur bureau, je trouve ça scandaleux. Réellement, ça montre, c'est symptomatique. Et puis je vais vous dire pourquoi c'est un tabou. Vous voyez cette histoire atroce. Quand on voit effectivement aux Philippines ce qui se passe. Mais ça cache, encore une fois, d'une certaine manière, le fait que 90% des contenus cyberpédocriminels sont bien hébergés. Enfin 90% pardon, des contenus cyberpédocriminels qui sont visualisés en Europe et notamment en France, c'est de l'inceste. C'est-à-dire que ça se passe chez nous, etc. Et ça gêne. Et ça veut dire que la police philippine ne travaille pas assez avec la police française, la police américaine. Ah non, Interpol ne parvient pas, par exemple, à suffisamment travailler avec les services français en raison du fait que vous avez notamment des opérateurs donc Internet qui, d'une certaine manière, ne sont pas contraints à transmettre les informations sur les personnes. Vous nous disiez que pourtant les vidéos restent. On parle bien de live streaming, on est la chaîne francophone, on va rappeler des viols en direct sur Internet et pourtant la vidéo va rester. Bien mais c'est quoi? C'est des plateformes. On sait qu'il y a des attentats qui ont été commis sur des lives Facebook. Est-ce que là, c'est sur quoi? Sur des sites connus, sur des... Mais vous savez, le pire, c'est que ça reste en plus sur du clairnet. C'est-à-dire que c'est pas le dark web, c'est pas le bien sûr qu'il y a plein de choses. Parallèle. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses sur le darknet, etc. Mais là, on parle bien souvent sur quelque chose qui est sur du clairnet, c'est-à-dire l'internet qu'on peut faire, qu'on peut trouver vous et moi. On prend notre téléphone, etc. Sans être initié au dark web. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est complètement dingue. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre. Et encore une fois, on manque de volonté politique là-dessus. On pourrait agir. Vous savez, je vais prendre un seul exemple. Vous avez un pédocriminel qui est condamné en France. Ce pédocriminel, en sortant de prison, dit évidemment tous les articles ont été faits sur moi, je souhaite qu'ils soient retirés. C'est possible. On peut dire ce qu'on veut, je le comprends, je le comprends pas. Je peux le comprendre parce que je me dis évidemment, une fois qu'on a payé, on a bien le droit de se reconstruire. On peut en discuter, mais voilà. C'est le principe de la justice. Mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on peut le faire avec des pédocriminels qui ont été condamnés et pourquoi des enfants qui ont été victimes, on ne parviendrait pas à retirer ces vidéos? Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Enfin, je veux dire, pour moi en plus,
c'est le même mécanisme. Il s'agit ni plus ni moins d'identifier des vidéos et de les retirer. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez dingue. Merci beaucoup Merci Arnaud à Gallet vous. pour votre témoignage. On aura l'occasion bien sûr de reparler de ces crimes que vous ne qualifiez donc pas de fléau à juste titre. Merci à vous. Merci.